Qui est-ce qui fait l'appel? C'est Christiane. Merci bien. Bonsoir à tous. Donc l'appel, Bayon de Noyer Yves, pardon. Billet Marie-Hélène, Bresson Laurent, Mérigot Hélène, Mathieu Stéphane, Présent. Gomez Eliane, Royer Christian, David Mathieu Christiane, présente, Gay Patrick, Présent. Louis Olivier, Leclerc Jean-François, Tavernari Roland, Fortuné Françoise, Nicolas Jacques, Blanès Thierry, Villon Patrick, Vedel Chantal, Lecomte Florence représenté par Florence Fortuné, voilà c'est ça, par Françoise Fortuné, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, Gomez Lionel, Andrzejewski Renaud Florence représenté par Monsieur Bayon de Noyer, Pereira Elisabeth, Rémi Laurent, Bourdelin Sylvie représenté par Madame Biel, Schneider Estelle, je pense qu'elle va arriver, ensuite Bouillin Marine représentée par Estelle Schneider, donc là si elle n'arrive pas ça va être un problème, Martin Christiane, Ripoll Bruno, Agoguet Fernaillon Véronique, Deloison Claude représenté par Monsieur Ripoll. Bon, on va voir. Oui, elle arrive. Merci. Donc on peut ouvrir cette séance. Le premier point, donc, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 15 mars dernier. Y a-t-il des commentaires, des modifications? Oui, je vous en prie. Juste une piqûre de rappel, puisque les comptes rendus ne reprennent pas les débats qu'il y a eu en séance, on votera contre. Voilà. D'accord. Je vous rappelle qu'ils sont sur le site en intégralité, hein, quand même. Vous le savez ça. Alors pourquoi on ne les vote pas dans leur intégralité avec les commentaires qui ont eu lieu en séance? Mais parce que c'est un travail de Romain que d'aller retaper tout ce que les gens ont dit. Vous voyez, là, déjà, ce qu'on vient de dire, là, il y en a pour 3 ou 4 minutes dans le secrétariat. Et à une époque, je dirais aussi tendue, je trouve que c'est vraiment ridicule, alors qu'ils sont complètement consultables, sauvegardés, enregistrés, etc. Voilà. Et donc, juste que, non, mais que vous le sachiez, nous maintiendrons cette position jusqu'à la fin de la mandature. Mais vous avez le droit de maintenir la vôtre, hein, mais tous les taurois et vous-même et n'importe quel conseil municipal peut écouter l'intégralité des enregistrements. Dans quel délai après la tenue du conseil? Une semaine après. Voilà. Alors que ce n'était pas le cas avant, quoi. Voilà. Oui, après l'approbation, le retour de la préfecture, bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, sinon pas de remarques sur les comptes rendus. Donc, y a-t-il des votes contre? Donc, 4. Abstention. Donc, merci, adopté à la majorité. Le premier point traite de la communication des décisions du maire. Donc, il y a 2 décisions qui concernent des missions de coordination et de sécurité, l'une pour le City Park et l'autre pour la restauration du beffroi. Oui, préalablement, je voulais vous dire que notre conseil, nous avons 13 rapports, 2 qui concernent les finances, 3 qui concernent des demandes de subventions, une qui concerne la crèche, une la cuisine centrale, 3 qui concernent des subventions aux associations, une la signalétique et une le PLU. Voilà. Le PLU d'un village voisin. Donc, dans les communications du maire, 2 concernent les comptes rendus des décisions du maire, pardon, des missions de coordination pour le City Park et le beffroi. Une concerne le déplacement des jeunes qui a eu lieu à Paris la semaine dernière et qui s'est bien déroulé. Une qui concerne une formation pour le maniement des extincteurs.
un ensemble de décisions qui concernent le centre de loisirs Le Bourdis pour les vacances de printemps, l'une sur l'acquisition d'un matériel informatique pour la gestion des infractions sur le domaine public, un avenant numéro 3 au marché d'œuvre pour la réalisation de travaux dans divers bâtiments communaux, une concerne la mise en place de brise-soleil à la façade ouest du gymnase, et puis tout un ensemble de décisions qui concernent également la maison des jeunes pendant les vacances de printemps. Et enfin un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du State Park. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Oui, Madame Martin, je vous en prie. Oui, je voulais vous interroger sur le déplacement à Paris. Donc j'avais vu avec le travail de notre collègue, je crois, qui avait siégé à la commission, qu'il s'agissait d'un projet sur l'année qui s'appelle « Il y a 3 impératifs », le dernier étant « Entrer dans la France ». Bon, je critiquerai pas la formulation de « entrer dans la France », mais j'avoue que ça m'a un peu choqué. Voilà, donc j'avais vu aussi avec le flyer que vous avez fait passer qu'il s'agissait de visite de Paris, et notamment, j'en étais extrêmement contente, de l'Assemblée nationale. Donc, quand j'ai vu dans les décisions Musée Grévin, Tour Montparnasse, trottinette électrique, j'avoue que je suis tombée un petit peu de haut et que j'aurais souhaité peut-être que ça fait quand même 2200 euros, que cet argent peut-être soit un peu mieux, comment dire, attribué avec des visites un tout chouïa culturelles, parce que le musée Grévin, entre autres, ce n'est même pas le vrai, qui est dans le 15e, hein, c'est un parc de loisirs en fait, ce fameux Élancourt. Voilà, donc je sais pas, c'était une observation que je voulais faire avec un déplacement qui est quand même extrêmement onéreux, y compris au niveau de l'hébergement et tout ça. Ça aurait été bien d'en profiter de manière un peu plus culturelle et moins ludique, on va dire. Je vais laisser la parole à Stéphane, mais... Oui. Est-ce que je peux compléter par une autre question? Quelle est la participation des parents? Et combien y avait-il de jeunes? Il y en avait une dizaine ou un peu plus? Non, c'est ça? Il y avait exactement 10 jeunes, oui. Oui, c'est ça. Il y avait exactement 10 jeunes. Donc la participation des parents, c'est en fonction, je dirais, de leurs revenus. Oui, donc, ouais. vous donnez la part exacte, je l'ai pas là. Donc, on pourra vous la communiquer derrière, mais je l'ai pas en ma possession là. Donc, après, en ce qui concerne, je dirais, les activités, ils ont quand même fait des visites, je dirais, culturelles. Et ce sont quand même des jeunes, pour la plupart, qui étaient de 6e à 4e. Donc il fallait quand même leur donner un côté ludique aussi pour la sortie, parce que je pense qu'ils auraient été moins à même de partir s'il n'y avait pas eu ce côté ludique aussi. À savoir qu'avant le départ, il y a eu des défections. On sait pourquoi il y a eu des défections, parce qu'avec les attentats qui se sont passés, je dirais, sur la Belgique et bien évidemment sur la France avant, des parents ont hésité à envoyer les enfants. Donc on a trouvé les enfants par la suite, qui ont bien voulu partir, mais il fallait quand même leur apporter quelque chose de ludique. Ça s'est très bien passé, j'ai pu en discuter avec Anne, qui est en responsabilité du service, et ils sont très heureux du voyage. Donc après, qu'on puisse avoir, je dirais, des remarques à faire sur le type de visite, je peux le comprendre. Mais je pense que ce sont quand même des jeunes qui avaient entre 11 et 14 ans. Il faut quand même qu'ils aient un côté ludique pour cette sortie, quoi. Voilà, on le voit comme ça. Donc, non, mais après, on peut améliorer, bien évidemment. Hein, donc. Je ne nie pas qu'il faille une petite dimension ludique également. Je dis que pour 2200 euros, ça aurait été bien d'aller aussi peut-être dans un musée national où c'est gratuit de surcroît pour les scolaires. Oui, mais alors, puisque vous abordez ce point, c'est justement l'erreur de vision que vous avez, puisque tout ce qui est gratuit ne passe pas dans les décisions du maire. Oui, non, mais c'est une observation supplémentaire. Non, mais attendez, si vous me laissez terminer ma réponse, il y a eu des visites culturelles gratuites, mais qui ne font pas l'objet d'une communication du maire, puisqu'il n'y a pas eu de dépenses. Donc voilà. Alors, on pourra envoyer un dossier complet là-dessus, mais bien évidemment qu'il y a eu des visites culturelles, quoi. D'autres questions? Merci. Très bien. Oui,
Bruno Ripoll, oui. Concernant, oui, bonjour. Concernant la dernière décision et l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre concernant le skatepark et le plateau sportif, bon, la décision elle-même concerne la maîtrise d'œuvre. Bon, mais elle s'appuie sur une nouvelle augmentation du projet concernant le skatepark. Je trouve dommage que même pas, enfin, un mois après le dernier conseil municipal, au cours duquel a été vu, entre autres, le budget supplémentaire 2016, que la prévision n'ait pas été à ce moment-là corrigée. D'autant que tout à l'heure, il y a aussi une délibération qui va être vue sur le sujet. Donc, on annonce une augmentation de 22 317 € hors taxes sur le talutage et les aménagements extérieurs, qui se rajoute aux 292 000 € présentés dans le projet initial. La délibération qui sera vue ensuite annonce encore un autre chiffre, qui n'est pas celui-là. Donc bon, on a un peu de mal à se repérer. Je veux bien qu'un projet soit évolutif, mais on a l'impression un peu de, je ne vais pas parler d'amateurisme, mais de fluctuation, oui, de courte vue sur ce projet, et c'est bien dommage. Je vais laisser la parole de nouveau à Stéphane. Je conteste violemment votre terme d'amateurisme, mais vous avez dit on ne peut pas en parler, alors donc je prends en compte que vous n'en avez pas parlé. D'accord. Quand vous dites une nouvelle modification, il faut lire quand même le texte, hein, c'est l'avenant numéro 1. Donc il n'y a pas eu d'avenant numéro 0 pour faire une modification. Donc c'est pas une nouvelle, c'est une modification. Non, mais l'avenant concerne la maîtrise d'œuvre. Moi, je vous parle du projet global que l'on apprend. Mais c'est la seule modification, c'est la première modification, c'est pas une nouvelle. Vous savez, il vaut mieux être précis pour pas qu'il y ait comme tout est enregistré, il vaut mieux qu'on soit très précis. Mais je laisse la parole à Stéphane. Merci. Mais je pense que le monsieur le maire a répondu en partie à votre question. Le fait qu'il y ait un avenant, c'était du fait de tractations qui ont eu lieu, on va dire en amont, avec la maîtrise d'œuvre, qui nous a permis, je dirais, de faire économiser, parce que le montant global que vous avez là, ce ne sera pas le définitif, parce que les travaux seront inférieurs. On a lancé, je dirais, l'appel d'offres, on a eu des réponses, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout validé. Donc le montant que vous avez là sera inférieur par la suite. Mais par contre, on a eu un avenant par rapport à la maîtrise d'œuvre, effectivement. Donc, mais vous verrez qu'il y aura une bonne surprise à la fin, ça sera moins cher. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc pour complètement rassurer Bruno Ripoll, qui est soucieux des deniers de la commune, mais je l'en félicite, regardez la délibération qui traitait de notre demande de subvention, sur quel montant budgétaire elle était adossée. Et vous verrez que quand on va arriver en finale, il y aura un écart significatif en moins sur la dépense. Voilà. D'autres questions? Donc on prend le premier rapport qui traite du budget principal pour l'exercice 2016 avec le taux des impositions directes. Donc Patrick Gay a la parole. Merci. Bien, les taux qui vont être votés sont les mêmes que ceux de 2013. Donc, ils n'ont pas changé depuis 4 ans. Le taux de la taxe d'habitation est de 16,05% pour 2016, comme l'année précédente et comme les 3 années précédentes. Le taux de la taxe foncière bâtie est de 22,80%. Le taux de la taxe foncière non bâtie est de 44%. Voilà donc quel est l'objet de cette délibération. On pourrait s'en tenir là, mais en fait, le texte prépare la délibération suivante, qui est la délibération modificative numéro 1, qui révise les recettes estimées pour 2016. Donc je résume, nous en sommes à la 3e modification des recettes estimées. La première recette estimée, la première estimation des recettes fiscales pour 2016 a été faite au moment du vote du budget au 15 décembre 2015, et le produit fiscal attendu au budget était à l'époque de 4 153 011 €. Une première modification est intervenue
lorsque nous avons connu les résultats des comptes 2015, et donc nous avons voté une nouvelle recette fiscale un peu plus optimiste, puisque la moyenne par exemple de la taxe d'habitation sur une période assez longue est de 3,41%, la taxe foncière bâtie est de plus 3,49% en moyenne, et donc nous avons estimé nécessaire de réviser à la hausse les recettes fiscales, et dans sa séance du 15 mars 2016, le conseil municipal a adopté le budget supplémentaire pour 2016, et celui-ci a intégré le nouveau produit fiscal qui s'est établi un peu en progression par rapport au budget initial, 4 267 576 € contre 4 153 011 €. Et nous allons être amenés à faire une troisième modification de ces recettes prévisionnelles fiscales, compte tenu du fait que l'État nous a communiqué ses propres estimations, qui sont très prudentes. Les estimations d'évolution faites par les services de l'État sont bien en dessous de la moyenne des dernières années. Par exemple, pour la taxe d'habitation, l'évolution moyenne depuis 2009, hors revalorisation votée, est de 3,4%, alors que l'évolution proposée par les services de l'État est de 0,67%. Nous sommes obligés de tenir compte des prévisions que nous fixe l'État. Nous verrons, lorsque les comptes seront rendus, qui a eu raison, si nous sommes trop optimistes ou si l'État est au contraire trop pessimiste. Mais donc nous tenons compte des prévisions qui nous sont faites par l'État sur les bases, et avec toujours les taux maintenus. Et le produit fiscal attendu pour 2016, compte tenu des prévisions de l'État à inscrire au budget, est de 4 183 121 €, et non, comme nous l'avions fixé le 15 mars 2016, 4 267 576 €. Donc il y a une petite baisse, et cette modification fera l'objet d'une délibération modificative du budget principal, qui est la prochaine délibération. Mais l'essentiel de cette première délibération, c'est que les taux sont maintenus, et je les répète, donc 16,05% pour la taxe d'habitation, 22,80 pour la taxe foncière bâtie, et 44% pour la taxe foncière non bâtie. Avec l'application de ces taux, la commune se situe en dessous de la moyenne nationale et de la moyenne départementale, à la fois pour la taxe d'habitation et pour la taxe foncière non bâtie. Elle se situe au niveau de la moyenne départementale pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien, Patrick, je te remercie. Donc je donne une information qui est arrivée ce matin. Nous avons reçu le montant exact des dotations budgétaires de l'État, et qui seront très très proches de ce que nous avions, je dirais, estimé. Donc voilà. Mais l'État met un temps certain, comme vous avez compris, à envoyer des informations qui sont majeures, puisque ces dotations concernent toute l'année 2016, et le montant, je dirais, des taxes sur lesquelles l'État est engagé, ça aussi, ça engage toute l'année. Mais il nous envoie ça début avril, et l'autre le 16 avril. Voilà. Donc y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Oui, Madame Martin. Ce n'est pas une question, ce sera plutôt une explication de vote. Monsieur Gay a parfaitement répondu à la question que nous nous sommes posée quand nous avons examiné les délibérations ensemble, à savoir que cette délibération ne concerne effectivement que les taux, et nous nous demandions pourquoi vous aviez éprouvé le besoin préalablement d'expliquer et d'argumenter sur toutes les fluctuations que nous avons connues, qui ne sont pas toutes liées à l'imprévision de l'État ou à des informations tardives, puisque, par exemple, les bases, l'augmentation du 0,9 ou 1% était déjà connue il y a 2 mois. Donc il n'y a pas eu de fluctuation de ce point de vue-là. Mais vous avez donné l'explication du pourquoi vous aviez préparé la grille des taux. Donc nous voterons pas contre du fait que les taux correspondent à l'engagement qui avait été pris, mais nous ne voterons pas pour totalement la délibération pour souligner toutes les fluctuations diverses et variées depuis 3 mois. Voilà, je vous remercie.
si vous permettez, je reprends une information erronée que vous avez émise. Les bases ne sont pas connues depuis plus de 2 mois. Les bases sont connues après le conseil municipal, le dernier conseil municipal. Nous les avons sinon, si on les avait reçues préalablement au précédent conseil municipal, bien évidemment qu'on aurait traité tout ça ensemble. Donc nous avions fait des estimations, comme l'a rappelé Patrick, basées sur les évolutions moyennes des dernières années. Et cette année, l'État a prévu une évolution différente qui nous a communiqué récemment. Et dans tous les cas, postérieure au dernier conseil municipal du 15 mars. Si. Alors, j'ai du mal m'exprimer, ou pas employer la bonne terminologie. Je parlais de la revalorisation des bases. Et la revalorisation des bases, elle a été votée avec le PLF à l'Assemblée nationale et au Sénat, et c'était avant le 15 mars. Oui, mais ensuite, voilà. Chaque commune, chaque commune, les revalorisations qui les concernent pour leur base, hein, et ça, nous l'avons reçu après le 15 mars. On vous enverra le courrier, si vous voulez, de l'État, mais juste prendre un tout petit peu de recul. Si on l'avait su préalablement au conseil municipal du 15 mars, on traitait tout ensemble. C'était 1000 fois plus facile pour tout le monde. Et si on ne l'a pas fait, c'est qu'on l'a eu après. Donc, globalement, on discute pour rien, là. Je préfère vous le dire. Hein. Il y a eu des votes au niveau de l'Assemblée nationale, mais les montants indiqués à chaque commune sont arrivés postérieurs. D'ailleurs, mes collègues maires m'en ont tous parlé en me disant, il y en a marre, il nous fait un coup en avant, un coup en arrière, etc. Il y en a qui avaient voté leur budget avant, dès le mois d'après, ils doivent faire des rectificatifs. Voilà. Bon, d'autres interventions? Est-ce que je peux rajouter une phrase, s'il vous plaît? Je vous en prie, oui. Parfois, les fluctuations ont aussi du bon, puisque ce qui était imprévu et qui a été autorisé à présent, le Premier ministre a débloqué 1 milliard pour les maires bâtisseurs. Et si j'ai bien lu certaines délibérations, il me semble que nous en profitons sur 2 projets avec les 35% de financement. Oui, mais ceci n'a rien à voir avec les bases de oui, taxes. oui, non, mais, voilà, non, mais c'était pour faire le parallèle entre ce qui est connu tardivement, qui parfois peut être positif. D'accord. Voilà, c'est donc, tout. Vous admettez que ça a été connu tardivement. Voilà, je vous en remercie. J'aime bien D'accord. faire le verre à moitié plein, mais aussi le verre à moitié vide. D'accord. Pour l'équilibre. Donc je soumets à votre délibération pour l'année 2016 le taux des taxes directes locales prévues. 44% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 22,8% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 16,05% pour la taxe d'habitation. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. La délibération suivante traite de l'incidence de ce que nous venons de voter sur notre budget principal, et donc qui est la modificative numéro 1. Patrick, tu as la parole. Bien, donc cette délibération modificative prend en compte les nouvelles bases qui nous sont notifiées par l'État, qui, je le tiens à souligner d'ailleurs, ne sont pas encore les bases définitives, puisqu'elles ne seront connues qu'encore un peu plus tard. C'est une estimation de l'État très prudente. Donc cette estimation de l'État fait apparaître un produit fiscal sur la base de ces nouvelles bases de 4 183 121 €, qui se répartit donc entre les 3 taxes, taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie dont les taux n'ont pas été modifiés. Et par rapport au budget supplémentaire voté le 15 mars 2016, la perte des recettes, donc la diminution de recettes du fait de ces nouvelles bases, est de 84 455 €. Alors nous devons également tenir compte des notifications sur les allocations compensatrices pour perte de ressources sur les recettes fiscales. Dans le tableau ci-dessous, donc qui figure dans le texte, sont présentées les allocations inscrites au budget, les allocations notifiées et la différence entre les deux. Donc nous avions fait des prévisions de dotation, et les notifications que vient de nous faire l'État font apparaître des différences. Donc sur la dotation unique de compensation de taxes professionnelles,
La différence est de moins 469 € par rapport au budget initial. La compensation au titre des exonérations des taxes foncières, la différence est de moins 3 226 €. Et la compensation au titre des exonérations des taxes d'habitation, la différence est plus importante, elle est de moins 19 068 €, ce qui représente un total en diminution par rapport à notre prévision budgétaire initiale de 22 763 €. Ces pertes provisionnelles de recettes sont compensées par une diminution, donc elles sont compensées comptablement par une diminution du virement à la section d'investissement de 107 218 €, portant celui-ci à 255 993 €. En conséquence, le montant de l'emprunt budgétaire est revalorisé d'autant, portant celui-ci à 2 556 882,83 €. C'est le montant de l'emprunt budgétaire qui permet de faire l'ajustement. L'ensemble de ces mouvements de crédit nécessite une délibération modificative résumée dans le tableau faisant l'objet de l'article 1 du projet de délibération. C'est ce tableau qui figure donc en annexe de la délibération et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Pas de questions. Donc je vous propose de décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2016, comme indiqué dans le tableau ci-après, tel que Patrick nous l'a présenté. Donc y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc 4 abstentions. Adopté à la majorité. Merci. Patrick, ça t'ennuie pas de fermer la porte parce qu'elle claque. Merci. Le rapport suivant traite de l'aménagement du bâtiment pour le CCAS et donc de la demande de subvention afférente à ces travaux et notamment de la réserve parlementaire. Donc Hélène, si tu veux bien vous le commenter. Actuellement, le CCAS occupe une ancienne maison d'habitation, comme vous le savez tous, cours Victor Hugo, sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée, 104 mètres carrés, un à l'étage de 80 mètres carrés. Ces surfaces ne permettent ni de disposer des bureaux nécessaires, ni d'accueillir les administrés dans de bonnes conditions. Le transfert du CCAS dans de nouveaux locaux permettra d'offrir une surface d'environ 250 mètres carrés. Le projet doit permettre d'assurer un meilleur accueil du public et de développer les services de la structure en intégrant de nouvelles fonctions et en proposant des services complémentaires aux actions actuelles. Sur le plan spatial, la relocalisation du CCAS permettra de renforcer la centralité d'un pôle équipement autour de l'hôtel de ville en lien avec le projet de réaménagement du cœur de ville. Et notamment plus de facilité de parking, parce qu'à l'heure actuelle, entre le boulodrome et les associations autour, c'est un peu compliqué. Le CCAS est un équipement existant, il joue un rôle important dans le panorama communal, il a un rôle d'accueil, d'orientation, de conseil et de suivi des personnes. Cependant, son déplacement peut permettre de réinventer ce lieu, de lui donner une nouvelle dimension et un renouveau afin d'accueillir au mieux l'ensemble des publics en favorisant la mixité et le partage des locaux. Dans cet esprit, le CCAS devra donc être un lieu de vie, d'accueil pour le public bénéficiaire ou non, un espace pivot de la politique sociale de la ville. Un lieu d'information, de renseignement, un centre de ressources sur la nature des actions et des dispositifs d'aide sociale. Un lieu d'insertion sociale, de convivialité, de sociabilité afin de permettre au public de recevoir une écoute et une assistance technique à leur parcours social. Un lieu de cohésion sociale, de mixité ouvert à tous et à tous les publics. Un lieu apaisant, sobre, pour répondre à la demande de tous les publics en maintenant les conditions de discrétion et de confidentialité nécessaires à la nature de la mission de la structure. Un lieu lumineux pour accorder aux agents et au public un environnement de qualité et des conditions de travail optimales. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 350 500 € hors taxes, soit 427 800 € TTC. Vous avez le tableau devant vous.
Pour financer ce projet, l'État a déjà été sollicité dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2014 à hauteur de 80 500 €. Il est proposé aujourd'hui de solliciter à nouveau l'État dans le cadre de la réserve parlementaire de M. Alain Dufaux, sénateur, à hauteur de 10 000 €. L'autofinancement de la commune serait de 266 000 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Hélène, merci. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Oui, s'il vous Madame plaît. Agouguet, je vous en prie. Juste, vous pouvez rappeler l'objet du déplacement, enfin le projet exactement, parce qu'il n'est pas repris dans la délibération. Le projet. Le projet du déplacement du CCS? Oui. D'accord, on en avait déjà parlé, mais le CCS est aujourd'hui dans un bâtiment extrêmement ancien, on peut dire certaines choses vétustes, etc., pas très fonctionnel, une salle de réunion complètement obsolète, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, obscure, sans fenêtre, etc. Et donc, ce projet de déménagement, d'ailleurs, avait été réfléchi également par la précédente équipe, hein. Et donc, nous allons le mener à bien, et le déplacement aura lieu dans les bâtiments qui sont à côté de la mairie, qui étaient des logements des instituteurs préalablement, qui sont aujourd'hui inoccupés. Oui, c'est ça, il y a la bibliothèque au rez-de-chaussée, et le reste, c'était des logements. Voilà. Donc nous sollicitons des aides dont l'État, et là celle que nous demandons, c'est l'intervention de la réserve parlementaire du sénateur Dufaux. Voilà. D'autres interrogations? Non. Donc je vous propose de passer au vote, d'approuver donc le projet d'aménagement du bâtiment pour le CCAS et d'adopter le plan de financement avec notamment, puisque ça c'est un point particulier, la sollicitation de l'aide financière de l'État dans le cadre de la réserve parlementaire pour 10 000 € et m'autoriser à effectuer les démarches nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Dans le même ordre d'idées, la demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour la réalisation du City Park, et donc qui fait modifier le plan de financement. Stéphane, tu as la parole. Merci. Oui, en fait, c'est la troisième fois qu'on va voter pour ce plan de financement. Donc, les deux fois précédentes, nous avons voté pour un plan de financement que vous avez pu constater avec une réserve parlementaire qui était à hauteur de 15 000 €, donc maintenant qui a baissé à 7 500 €, ainsi qu'au niveau de la communauté de communes qui nous a validé le montant de 71 000 €. Par contre, maintenant, c'est le CNDS qui ne finance plus ce type de projet. Donc du coup, on a dû chercher ailleurs, donc on a pu trouver justement, comme tout à l'heure le disait Christiane Martin, au niveau de la dotation d'équipement des territoires ruraux, il s'avère que maintenant, l'État peut financer, et a mis à la loi de finances 2016 la possibilité pour les équipements sportifs de pouvoir accéder à ce type de subvention. Donc en plus, ils peuvent subventionner jusqu'à 35% des dépenses, je dirais, du projet. Donc c'est pour ça que ça modifie le plan de financement et bien évidemment le tableau. Donc ce qui permettrait à la commune d'avoir un autofinancement inférieur à ce qui était prévu au départ. Donc la bonne nouvelle qui avait été annoncée tout à l'heure, donc plus peut-être après les appels d'offres qui sont un peu meilleurs aussi. Voilà, donc je vous rappelle le montant. Le montant du projet en hors taxe est à 334 542 €, en TTC 450,40 €. Donc je vous fais l'impasse, je dirais, de vous citer tous les montants. Simplement peut-être le montant de la DETR 2016 pour 35% des travaux qui est à 109 500 €. Donc il prendrait pratiquement le tiers du financement, je dirais, du projet. Voilà, donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, madame. Non, c'est pas une question, Stéphane, rassure-toi. C'était juste pour ajouter une information, je pense que tu la connais d'ailleurs, c'est que cet argent débloqué de manière plus tardive par les services du Premier ministre, et c'est surtout, je pense, un moyen d'éviter l'effondrement des investissements dans les territoires.
puisque la part d'investissement dans les territoires français, c'est quasiment 70%. Et avec la baisse des dotations, il s'avérait que la plupart des communes étaient obligées de renoncer à énormément de projets et des investissements prévus. Donc c'est un petit peu pour compenser, on va dire, que cet argent, qui représente quand même un tiers, c'est pas mal, c'est même bien, est arrivé de manière un peu imprévue. Oui, mais enfin, il remplace d'autres financements. Il ne faut pas croire que c'est en plus. Hein. Voilà, je pense qu'il faut relativiser un peu, sinon... Bon. Oui, Bruno Ripoll. Pour rester un peu constant, avec mon intervention sur la décision tout à l'heure, bon, je me réjouis tout à fait de la baisse qu'on peut constater ou qu'on verra à la fin sur ce projet, c'est très bien. Mais simplement, il est bien de veiller à une bonne corrélation de projet à projet, parce que bon, on est parti de 292 000 € annoncés. Là, dans le même conseil municipal, on annonce, pour les travaux, hein, simplement, on annonce un montant de 314 317 € dans la décision. Et là, maintenant, dans la délibération, on annonce un montant de 313 042 € hors taxe dans la délibération. Bon, voilà, c'est juste pour étayer un petit peu mon propos de tout à l'heure. Mais sinon, au final, si on arrive à avoir le City Park avec des avantages financiers à la fin, c'est très bien. Juste pour compléter, lorsqu'on a lancé la première délibération qui a traité du City Park, le montant était à 365 000 €. Voilà. Donc là, on est à 313. Hein, oui. Ça complète ce que vous avez très bien dit. Je vous propose donc de voter ce rapport, d'approuver le projet de réalisation d'un City Park et d'adopter le projet du plan de financement qui a été présenté. Donc, je ne vous rappelle pas les chiffres, hein, et de donc m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'État pour la réalisation d'un City Park dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2016. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci bien. Donc, Christian, le rapport suivant, l'absence de Florence, qui traite de l'aménagement d'une annexe de la mairie et de la nouvelle poste, et donc de la demande de subvention auprès de l'État au titre du dispositif de soutien à l'investissement local. Je te remercie. Depuis plus de 20 ans, le Thor subit une désertification de son centre ancien et une disparition de ses commerces, en particulier au niveau de la rue de la République et de la place du marché. La municipalité souhaite engager une réhabilitation de l'ensemble de ce secteur qui prendrait en compte les diverses activités économiques qu'il occupe actuellement. Elle souhaite que la Poste devienne un maillon économique indispensable aux particuliers comme aux entreprises. La Poste occupe depuis 1935 le même emplacement, à l'entrée du centre ancien, dans le prolongement d'un linéaire de commerce et de profession libérale. Ces locaux actuels ne correspondent plus à l'évolution démographique de la commune, 3 000 habitants en 1935, 9 000 pratiquement en 2015. En effet, l'exiguïté de la partie commerciale ne permet plus l'accueil de la clientèle dans des conditions acceptables. Il arrive très souvent qu'une file d'attente se forme à l'extérieur de la poste, faute de place. Ce qui pose un réel problème d'image, tant pour la poste que pour la commune. En parallèle de cette problématique, la municipalité a identifié le tourisme comme un des vecteurs principaux de la redynamisation du centre ancien, grâce à un patrimoine bâti et naturel très riche et concentré dans un rayon de 500 mètres autour de l'entrée sud du village. Un effort de restauration et de mise en valeur de ce patrimoine a été décidé par la municipalité et s'étalera sur la durée du mandat. L'équipe municipale souhaite aussi que le rôle de l'Office du tourisme soit renforcé et serve de tremplin économique en incitant les touristes à rester plus longtemps sur notre commune. Mais l'emplacement actuel de l'Office ne permet pas d'être vu lorsque les véhicules empruntent l'axe Avignon-Lille, car il est enclavé entre une ruelle et un garage sur la place du 8 mai. Afin de résoudre simultanément le problème des locaux de la Poste et l'accueil du tourisme, une réflexion a été menée sur le déplacement de ces opérateurs économiques
et touristiques installés dans le centre ancien. Les pistes étudiées ont toutes abouti à l'idée qu'une acquisition du bâtiment laissé vacant par la banque Chex en 2013, qui se trouve à 20 mètres plus à l'ouest de l'emplacement actuel de la Poste, sur le même alignement. En effet, ce bâtiment R+1 dispose d'un local d'environ 90 mètres carrés, avec sas d'accueil, accès convoyeur à l'extérieur, trappe billets et d'un appartement à l'étage. L'acquisition en a été faite en avril 2015 par la commune. Le rez-de-chaussée de ce local correspond parfaitement aux besoins de la Poste, tant en superficie qu'en accessibilité, et permet en plus de résoudre les problèmes de chargement des camions postaux qui sont obligés de manœuvrer en plein milieu des forains et clients lors des marchés bi-hebdomadaires. Le transfert de la Poste vers ce nouvel emplacement permettrait d'implanter l'office du tourisme à la place de l'actuelle Poste. De plus, la salle de tri inoccupée offre un espace idéal pour créer une salle d'exposition accessible à tout public. Bénéficiant de vitrines donnant sur la rue de la République, le bâtiment est mitoyen au beffroi de la ville, dont la restauration sera réalisée début 2017. Donc il y a les plans, etc. Ce changement majeur dans la vie économique de la commune représente la première étape de redynamisation du centre-ville. Ces différents projets seront menés étape par étape avec les partenaires concernés. Le processus débutera par l'aménagement de l'annexe de la mairie au premier étage du bâtiment acquis en avril 2015 et le transfert du bureau de poste au rez-de-chaussée de ce bâtiment. L'enveloppe financière de ce projet est fixée à 320 000 € hors taxes, soit 384 000 € TTC, répartis comme suit: 33 500 hors taxes, soit 40 200 TTC pour les études et la maîtrise d'œuvre, et 286 850 hors taxes, soit 344 220 € TTC pour les travaux. La commune a reçu du préfet un courrier concernant le dispositif de soutien à l'investissement public local. Ce dispositif exceptionnel de financement, mis en place par la loi de finances pour 2016, est piloté par le préfet de région. Les projets éligibles doivent répondre au moins à un des champs d'intervention. Le présent projet répond à 2 d'entre eux, à savoir la mise aux normes des équipements publics par une meilleure accessibilité du bureau de poste et des services municipaux, et la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement de la population. De plus, s'agissant d'un dispositif exceptionnel, ces projets doivent connaître un démarrage en 2016. Je vous propose de solliciter le soutien de l'État dans le cadre de ce dispositif à hauteur de 35% du projet. Le plan de financement prévisionnel du projet serait le suivant. Donc État, donc soutien de l'investissement local 35%, 112 000 €. Commune autofinancement 208 000 €. TVA 64 420 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Avant que nous passions au vote, y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, Bruno, Paul. Non, je crois me souvenir que dans les décisions de budget supplémentaires, la Poste n'était pas prioritaire. Enfin, en tout cas, il y avait une phrase indiquant que vous attendiez des financements et peut-être le recours à l'emprunt, à un prêt pour pouvoir démarrer les travaux. Là, cette fois-ci, vous êtes obligé de les démarrer cette année. Donc, est-ce que ce projet prendra le pas sur d'autres projets en vue, tels que la crèche, par exemple, qui avait été annoncée, ou vous mènerez tout de front? La crèche, bientôt, je vais vous inviter pour l'inaugurer. Alors, bon, sauf si on ne paye pas nos fournisseurs, mais... non, mais je pense que vous n'avez pas tout à fait tout intégré, mais la crèche, les travaux avaient démarré début janvier. Donc, voilà. Après, il y a eu un certain nombre de dossiers qu'on a dit qu'ils seraient liés à l'obtention de l'emprunt. L'emprunt a été obtenu, et au prochain conseil municipal, vous aurez à voir dans les décisions du maire la signature d'une convention avec la banque qui effectue le prêt. Donc voilà, donc ce qui permet de libérer la réalisation des travaux qui avaient été prévus, qui ont été listés. Dedans, il y a le City Park, il y a ce bâtiment, la poste, etc. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Donc ça ne prend pas le pas sur rien d'autre. Voilà. Très bien, donc je vous propose de passer au vote, d'approuver le projet d'aménagement d'une annexe de la mairie et de la nouvelle poste, d'adopter le projet du plan de financement tel qu'il vous a été détaillé par M. Royer et de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'État pour l'aménagement d'une annexe de la mairie de la nouvelle poste dans le cadre du dispositif soutien à l'investissement local prévu par la loi de finances de 2016. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Je peux rajouter juste une information. C'est pas dans ce plan de financement, bien sûr, mais la poste actuelle va être cédée à l'intercommunalité. Donc il y aura une recette en contrepartie. Voilà. Le dossier suivant traite de la mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation, on en parle, et la restructuration et l'extension de la crèche L'Arlequine avec une convention de transaction avec le groupement d'architecture. Donc Christian Royer, tu as la parole, merci. Par décision numéro 2015-22 en date du 13 mars 2015, a été conclu un marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation, la restructuration et l'extension de la crèche Arlequine avec le groupement, l'architecte Christian Ruina, SRL Réalisation et Technique, Lèbre Ingénierie et Cabinet Morer, dont le mandataire est Christian Ruina, domicilié à Avignon, et dans les conditions suivantes. Part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 305 000 € hors taxes, soit 366 000 € TTC, taux provisoire de rémunération 11,9%, forfait provisoire de rémunération 36 295 € hors taxes, soit 43 554 € TTC. La mission confiée au maître d'œuvre est une mission de base. Le marché était notifié le 14 mars 2015. Le 9 juin 2015, une estimation a été réalisée par le maître d'œuvre en phase esquisse pour un montant de travaux s'élevant à 324 200 € hors taxes, soit 389 040 € TTC. La réglementation impose que la rémunération du maître d'œuvre soit adaptée et rendue définitive par voie d'avenant, et ce, au plus tard, avant le lancement de la consultation, pour l'attribution des marchés de travaux correspondants. Ce marché prévoyait, dans son acte d'engagement, de fixer le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre à l'issue de la phase APD, donc avant projet définitif. Cependant, l'estimation à l'issue de la phase APD n'a pas été réalisée et aucun avenant n'a été signé à ce moment-là pour constater le coût prévisionnel définitif des travaux et fixer définitivement la rémunération du maître d'œuvre. En effet, l'équipe de maître d'œuvre était employée à finaliser au plus vite le dossier de consultation des entreprises, le délai général de réalisation de l'opération étant calé sur la fermeture estivale de la crèche. À l'ouverture des plis, le montant des travaux à contracter avec les entreprises, s'élevait à 409 015,25 € TTC, hors taxe, soit 490 818,30 € TTC. Cette variation était la conséquence du souhait de la commune d'ajouter les prestations suivantes. Auvent et sas d'entrée, abri des poussins au droit du préau, rangement extérieur, locaux du personnel, donc, vestiaire sanitaire homme, isolation par l'extérieur de certaines façades, peinture des façades extérieures, évacuation des eaux pluviales de la cour. Par ailleurs, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoyait à l'origine la réalisation des travaux en site occupé. Or, pour des raisons de commodité, la commune a décidé ultérieurement, à l'issue de la consultation des entreprises, de déplacer les activités de la crèche au centre de loisirs durant ces travaux. Ce choix simplifie le suivi du chantier qui ne s'effectue plus en site occupé. Afin de déterminer la rémunération du maître d'œuvre, pour éviter l'engagement d'une procédure contentieuse et dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la commune et le maître d'œuvre se sont approchés afin de trouver une solution amiable. En particulier, et au vu des éléments énoncés ci-dessus, l'équipe de maître d'œuvre conçoit d'abaisser le taux de rémunération à 10,2%,
du montant des travaux, du marché de travaux notifié aux entreprises, soit 41 719,55 TT hors taxe. Chacune des parties a accepté de faire des concessions. Il a été convenu d'établir une convention de transaction sur ces bases. Je vous propose d'approuver les termes de ce protocole transactionnel et de l'autoriser à le signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Bon, je vais juste noter que le taux, il est quand même de 10%, et j'étais déjà intervenue à ce sujet en disant que c'était cher. Vous m'aviez répondu que c'était normal dans le cadre des collectivités territoriales, des taux de 10% pour la rémunération de la main-d'œuvre, et on reste sur une bonne position en disant que c'est beaucoup. Voilà. Malgré la baisse, c'est tout. Voilà. D'accord. Mais je confirme que c'est un taux normal. Dans le privé, on arrive à les abaisser, mais là, c'est pas facile. Très bien. Donc, je vous propose de passer au vote, d'approuver les termes de la convention de transaction établie entre la commune du Thor et le groupe d'architectes Lucien Ruinat, SARL, réalisation et technique, Lèbre Ingénierie et cabinet Morer, maître d'œuvre pour la rénovation, la restructuration et l'extension de la crèche. Donc, y a-t-il et motorisé à signer, bien sûr, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci bien. Le dossier suivant traite de la création d'un groupement d'intérêt public entre la commune du Thor et l'EHPAD des Cigales. Donc je vous le présente. Donc le premier point, c'est de rappeler que nous avons aujourd'hui un service de restauration qui est organisé dans les établissements scolaires, que l'ensemble des repas sont élaborés dans la cuisine centrale municipale qui fonctionne depuis janvier 2013. Cet outil dessert également le centre de loisirs municipal et la crèche. Il a une capacité de production qui peut aller jusqu'à 900 repas par jour, alors qu'aujourd'hui la production maximum en période scolaire, et uniquement en période scolaire, est de 600 repas. Donc aujourd'hui, nous réalisons 92 000 repas annuellement. Par ailleurs, l'EHPAD des Cigales, qui a aussi un service de restauration avec une production sur place, la cuisine centrale de l'établissement produit chaque jour 170 repas, en 2 services, 2 fois 85. Cette structure est vétuste, elle est située dans un bâtiment annexe qui n'appartient pas à l'EHPAD et qui est devenu tout récemment propriété de la commune du Thor, après un partage, je dirais, avec Mistral Habitat. Cette cuisine est amenée, en raison de son état, à fermer ses portes à très court terme. L'EHPAD a étudié la possibilité de construire une cuisine en interne dans l'établissement. Outre le poids financier important que cette décision ferait peser sur le prix de journée des résidents, les lieux sont beaucoup trop exigus pour accueillir un tel projet. Globalement, ils auraient eu à investir 700 000 €. Aussi, il est envisagé un rapprochement de ces 2 unités vers une production commune des repas et une mutualisation des services et du personnel sur un point central constitué par la cuisine centrale de la commune du Thor. Ceci permettrait de répondre aux besoins de l'EHPAD en optimisant parallèlement l'outil de production municipal. Donc une première phase de réunion interne et d'expertise ont mis en lumière les objectifs communs aux 2 structures. Résoudre la problématique de fabrication de l'EHPAD, premier point. Maintenir et garantir la qualité des repas servis par une production publique locale et l'utilisation de matières premières dont le circuit d'approvisionnement est maîtrisé. Donc l'EHPAD n'avait pas souhaité faire appel à de la sous-traitance privée. Maintenir la situation statutaire des agents concernés par cette mutualisation, réduire et optimiser les coûts de production et d'exploitation et par conséquent le prix de revient des repas. Et bien sûr, garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire. Tout ceci répondait à l'objectif principal d'assurer et d'améliorer le service rendu aux résidents de la maison de retraite, tout en maintenant le service aux jeunes taurois. Les conséquences positives attendues de cette mutualisation pour la commune du Thor sont une économie potentielle de 22 000 € annuels et une production de repas mieux organisée et optimisée. Une seconde phase de réunion a visé à déterminer le meilleur choix administratif et juridique pour assurer la gestion de cette mutualisation. Le choix des 2 partenaires s'est porté sur la création d'un groupement d'intérêt public
composé paritairement de représentants de la commune, élus, et de représentants de l'EHPAD. On rappelle que les GIP ont été créés par une loi du 15 juillet 82. Ils permettent notamment d'institutionnaliser la coopération entre deux personnes morales publiques. Il s'agit donc d'un établissement public autonome, ça veut dire qu'il a son propre budget, régi par une convention fixant l'ensemble des règles administratives et financières nécessaires au fonctionnement de ce GIP. Cette convention sera adoptée lors d'un prochain conseil municipal. De par sa souplesse de fonctionnement, il s'agit d'un organisme qui n'obère pas les différentes économies réalisées par les structures porteuses du projet. Budgétairement, le GIP assure son budget de fonctionnement par la facturation aux différents membres. Donc là, il y aurait la commune et il y aurait l'EHPAD, des repas produits dans le cadre de la mutualisation à venir. Enfin, dans le cadre du GIP, les locaux de la cuisine centrale municipale sont mis à disposition du nouvel organisme par l'intermédiaire d'une autorisation d'occupation temporaire, tout en restant propriété entière de la commune du Thor. Le personnel municipal ou EHPAD est mis à la disposition du GIP. Et donc, considérant l'avancée de ces différents travaux, et rappelant que la date cible pour l'EHPAD, c'est le mois de septembre 2016, il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le principe de création de ce GIP, qui bien évidemment sera soumis à autorisation de la préfecture. Donc avant d'en délibérer, y a-t-il des questions, de passer au vote, y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, donc si j'ai bien compris, le personnel qui fait la cuisine actuellement à l'EHPAD irait travailler en fait la cuisine centrale avec le personnel de la cuisine, c'est ça? Alors une partie du personnel, puisqu'une autre partie doit rester pour assurer les opérations de remontée à température et les opérations de distribution des repas. Et donc il y a une partie qui va être transférée effectivement dans la cuisine centrale, qui seront je dirais des agents de fabrication, de production. Et ça, alors combien d'agents sont concernés au niveau de la commune et combien d'agents sont concernés au niveau de l'EHPAD? 0 agents au niveau de la commune, hein, puisqu'ils restent sur place, donc il ne va pas y avoir de modification. Et il y aurait 2 agents de l'EHPAD sur les 4, et il y en aurait 2 qui viendraient travailler dans la cuisine centrale. Et les 2 autres resteraient affectés sur l'EHPAD lui-même. Oui, monsieur Ripoll. Oui, comment êtes-vous parvenu à calculer l'économie de 22 000 euros indiquée dans la délibération? Vous indiquez une économie annuelle de 22 000 euros. Avec un stylo et une calculatrice. Oui, mais c'est-à-dire où est l'économie d'échelle? La première chose, je vous ai donné les chiffres. Hein. Donc la commune aujourd'hui fabrique 92 000 repas. Elle va s'adjoindre 62 000 repas. Donc ça veut dire, c'est pas un doublement, mais c'est une augmentation significative. Inutile de vous dire qu'on ne va pas rester les bras ballants avec les fournisseurs. Hein, ça paraît une évidence. Deuxièmement, on a un certain nombre de frais fixes, qu'on dit frais fixes, frais d'électricité, frais d'eau, etc., frais de supervision, qui au lieu d'être répartis sur 92 000 repas, vont être répartis sur 92 000 plus 60 000. Et donc, il y a un amortissement de ces frais fixes qui va diminuer de façon significative. Dans les frais fixes, il y a par exemple les amortissements de matériel, qui bien évidemment vont être payés au prorata, si vous voulez, de leur utilisation, par l'EHPAD. Et dans le même temps, l'EHPAD va faire un certain nombre d'économies, puisqu'ils suppriment. Ils ont un responsable, je dirais, de la restauration qui part en retraite au début de l'année. Donc ce poste va être supprimé. Et donc ils vont également optimiser leurs fluides, etc. Donc pour l'EHPAD, l'économie sera supérieure, sera de 35 000 euros. Donc voilà, si vous voulez, comment le calcul a été réalisé. Alors bien évidemment, on va le regarder dans la réalité, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas réalisé. L'aspect de massification est très important en matière de restauration.
je pense qu'effectivement la mutualisation aura pour effet un moindre coût pour la collectivité et l'EHPAD. Je vous remercie de du détail très franc des économies qui seraient effectuées. Bon, est-ce que ça fera 22 000, c'est une autre histoire. Mais ça donne un petit peu l'introduction à ma deuxième question qui est, bon, vous me parlez d'une personne à la retraite qui ne sera pas remplacée. Donc, quel est le statut des autres personnes de l'EHPAD? Et est-ce qu'il est prévu dans le court et le moyen terme de conserver l'équipe totale, c'est-à-dire EHPAD plus personnel municipal aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il y a un plan par rapport, est-ce que l'économie sera aussi sur le nombre d'agents? Alors, la personne qui est responsable de la restauration à l'EHPAD, effectivement, part en retraite et n'est pas remplacée puisque son poste n'a plus de raison d'exister. Voilà. En ce qui concerne les agents de la commune, il n'y a aucune modification pour ce qui les concerne. Aucune, d'aucune sorte. Donc, ni immédiatement, ni dans le futur. Et en ce qui concerne les agents de l'EHPAD, les deux qui vont être intégrés dans l'équipe de la cuisine centrale, ils restent sous le statut EHPAD, c'est-à-dire le statut hospitalier, enfin, voilà. Et donc, eux, il n'y a pas de modification non plus, ni en ce qui concerne leurs horaires ou leur rémunération, le suivi, leur avancement, etc., puisqu'ils vont rester régis par le statut de l'EHPAD, et c'est l'EHPAD qui va continuer à les payer. Comme les agents de la commune continueront à être payés par la commune. Donc il n'y a vraiment pas de risque pour eux, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, et je veux rajouter qu'il y a vraiment nécessité de faire tourner la cuisine centrale avec 92 000 repas plus 66 000, avec l'équipe de la commune, plus l'équipe de renforcer des deux. Donc il n'est pas envisagé de dire, tiens, on va supprimer un poste ensuite. Il y a vraiment nécessité. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons un agent qui va partir en retraite en fin d'année, là, je crois au mois de novembre. Il sera remplacé. Voilà. Très bien. Donc, oui, Mme Martin, je vous en prie. Simplement, une demande de petite précision. Quelle sera la date de naissance officielle? Puisque là, nous votons sur le principe uniquement. Donc, au niveau du démarrage même, quand est-ce que cela se fera? Et aurons-nous la convention avant le démarrage ou postérieurement? Et du point de vue de la représentation mixte, paritaire, élus EHPAD, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que constituera cette représentativité? Alors, de façon opérationnelle, l'hébergement, donc la fabrication des repas EHPAD, devra être réalisé au plus tard au 15 septembre. Bon. Est-ce que les services de la préfecture seront assez rapides pour examiner l'ensemble du dossier, faire un retour et agréer le GIP? Nous allons tout faire pour, ils sont déjà préinformés, etc. Mais je ne peux pas vous le signer. Donc, dans le cas où il l'agréerait que fin septembre ou même début octobre, on ferait une convention temporaire de gestion. Bien évidemment, l'aspect de la convention sera préalablement, donné comme information, et les gens, le nombre et les gens du conseil municipal élus qui seront amenés à représenter la commune au sein du GIP seront soumis, je ne sais pas si ça va être en délibération, mais ça sera soumis au conseil municipal, bien sûr. Bien. C'est bien, on peut passer au vote. Donc, je vous propose de vous prononcer favorablement sur le projet de mutualisation des services de restauration collective de la ville du Thor et de l'EHPAD Les Cigales, d'approuver la constitution d'un groupement d'intérêt public comme structure juridique porteuse de cette mutualisation et d'autoriser le maire à prendre tous les actes nécessaires pour mener à bien la constitution de ce GIP. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Vous n'avez pas de pouvoir? Si. Et il s'abstient, votre collègue?
D'accord, donc 2 abstentions. Donc adopté, il n'y a pas le choix, d'accord. Adopté à la majorité. Je précise que les mêmes conditions de délibération vont être soumises au conseil d'administration de l'EHPAD très prochainement. La délibération suivante concerne la Strada. La Strada, le retour et l'attribution de subventions à son association. Allez, Marie-Hélène, fais-nous un peu de cinéma. Chaque été, depuis 2009, la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air dans la cour de l'école La Passerelle. En 2015, donc l'année dernière, la programmation comprenait 11 films. Entre amis, 11 personnes, je vous donne pas les dates, je vous dis simplement les personnes, enfin les effectifs parce que c'est important. Entre amis, 11 personnes. En équilibre, 16 personnes. On voulait tout casser, 20 personnes. La famille Bélier, 193 personnes. Vice-versa, 87 personnes. La tête haute, 28 personnes, le Petit Prince, 127 personnes, Qui c'est les plus forts, 9 personnes, Hôtel Transylvanie, 31 personnes, et Seul sur Mars, 4 personnes. Il devait se sentir très seul aussi. Sur l'ensemble des séances, 526 entrées ont été enregistrées, soit une moyenne de 48 personnes par séance. Pour les séances d'été, il y a eu 464 entrées pour 6 projections, soit une moyenne de 77 personnes par séance. Pour la saison 2016, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada. 4 dates seront proposées sur l'été, 4 et pas 6 parce que la Strada ne peut pas venir 6 fois. Donc les jeudis 21 et 28 juillet et 4 et 18 août. Le lieu de projection sera maintenu à l'école de la Passerelle avec transfert à la salle des fêtes en cas d'intempérie, comme d'habitude. Hors période estivale, en raison du nombre d'entrées peu élevé, vous l'avez bien vu tout à l'heure, il a été décidé de ne pas maintenir ces séances. Disons qu'on aura essayé, puis bon, ça n'a pas réussi. Les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi de familles qui veulent profiter d'un moment de détente pour voir ou revoir un film localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec la Strada va de 4 € pour les adhérents et les enfants à 5,50 € maximum, participant ainsi à une animation de proximité accessible au plus grand nombre. Afin d'accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d'action de 325 € permettant à la Strada de mettre en place sur la ville du Thor un tarif unique de 4 € par entrée. La convention jointe en annexe à la délibération précise les modalités de partenariat entre la commune et l'association. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote, d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association La Strada pour la projection de séances de cinéma pour l'année 2016 de 4 films en plein air sur la période estivale, d'attribuer une subvention de fonctionnement de 400 € à la Strada et une subvention d'action de 325 € à l'association La Strada pour la mise en place d'une tarification unique fixée à 4 € pour les 4 séances estivales. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Convention pluriannuelle avec l'association Ambiance Tauroise. Jean-François Leclerc est aux manettes. Merci Jean-François. La commune a inscrit au titre de ses objectifs une dynamique d'animation de la ville, impulsée en lien avec les taurois, les associations locales et le tourisme. L'association Ambiance Tauroise, comité des fêtes du Thor, qui fonctionne maintenant depuis 1 an, participe à cet objectif et répond aux critères de l'intérêt général et local. À cet effet, en 2015, une première convention annuelle d'objectifs avait été signée, sur laquelle Ambiance Tauroise
s'engager à organiser les manifestations suivantes. La fête nationale de l'attelage, la fête de la musique, la fête nationale, le festival de la sorgue, la fête votive et des animations liées aux fêtes de fin d'année. Les bilans quantitatifs et qualitatifs de ces diverses animations ont été très positifs. Par ailleurs, l'association a initié une nouvelle manifestation nommée Fête d'Halloween, qui a rencontré également un vice-succès. Au vu de ces éléments, la commune est favorable à la mise en place d'une nouvelle convention portant sur l'année 2016-2017, qui précisera les relations en termes de financement et de moyens matériels. Lors du vote du budget primitif 2016 par le conseil municipal, il a été prévu une enveloppe pour les subventions dédiées aux associations tauroises. Il est donc proposé une subvention de fonctionnement pour réaliser le projet de l'année 2016 de l'association. Le montant est de 27 648. Le projet et le budget prévisionnel sont détaillés dans la convention pluriannuelle 2016-2017 jointe en annexe. De plus, Ambiance Tauroise prendra en charge l'organisation de l'édition 2016 du Festival de la Sorgue sur la ville du Thor. Le financement prévoit une subvention de la communauté des communes Pays des Sorgues d'un montant de 3 500 € et d'un montant de 2 000 € pour la commune du Thor. Concernant les moyens matériels, la municipalité continuera à mettre à disposition d'Ambiance Tauroise gratuitement des locaux qui feront l'objet de conventions spécifiques. L'association en tant que telle pourra également solliciter la mise à disposition de matériel de façon ponctuelle en se référant au protocole municipal de réservation qui est prévu à cet effet. Le projet de convention pluriannuelle 2016-2017, jointe en annexe à la délibération, précise les engagements et les rôles de la commune, et ceux d'Ambiance Tauroise. L'Assemblée délibérante est invitée à approuver et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Jean-François. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote, d'attribuer donc une subvention de 27 648 €. Ah pardon, excusez-moi, j'ai été trop rapide, Bruno. Non, mais... Bon, c'est pas vraiment une question, mais bon, personnellement, je regrette un peu, toutes les manifestations ont été détaillées, donc je reviens pas dessus, mais un certain nombre de ces manifestations ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça par des associations qui n'étaient pas le comité des fêtes. Il existe aujourd'hui un comité des fêtes, c'est très bien, mais par exemple les festivités de fin d'année, on avait l'association des commerçants qui était très liée à l'organisation de cette manifestation. Sur la fête des Sorgues, il me semble qu'il y a eu plusieurs associations à objet culturel qui avaient été aussi associées à l'organisation. Voilà, donc c'est juste sur... il est dommage que le tissu associatif, au-delà du comité des fêtes, ne soit pas un peu plus concerné et qu'il ne soit pas fait un peu plus appel au reste des associations sur le Thor. Mais Bruno, on va soigner vos regrets immédiatement. Attendez, l'ensemble des manifestations là, qui sont assurées par Ambiance Tauroise étaient préalablement assurées par la commune. La manifestation de fin d'année, qui est coupée en deux parties. Il y a une partie qui est assurée par Ambiance Tauroise et qui a eu lieu l'année dernière, assurée par la commune, et une autre qui est assurée par l'association des commerçants et qui a eu lieu cette année. Bon, nous réfléchissons à voir comment lier les deux. Bon, pour optimiser. Mais quand je dis lier, c'est vraiment lié. C'est pas l'Ambiance Tauroise qui remplace l'association des commerçants. Voilà. Donc il n'y a aucune manifestation dans laquelle Ambiance Tauroise a dit aux autres associations, pousse-toi que je fasse. Alors ça,
je vous mets vraiment au défi de m'en sortir une, hein, parce que c'est absolument pas le cas. Et c'est même l'inverse, puisqu'Ambiance Tauroise va les voir pour leur dire si vous voulez participer avec nous, etc. En ce qui concerne le festival de la Sorgue, alors là, depuis X temps, c'est toujours organisé par la commune et exclusivement par la commune. Et la commune a souhaité le donner à une association, puisque Ambiance Tauroise est une association. Donc, vraiment là, c'est... Je pense... Non, vous n'avez pas du tout d'inquiétude à avoir. Je vous assure que des associations étaient liées, c'était pas la commune en direct. Je sais plus, c'était une année Postonard, une autre année, enfin je sais plus. Oui, mais ça n'empêche pas, si vous voulez, qu'ils peuvent être complètement associés. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Hein. Donc, alors après, si vous voulez, les petites difficultés qu'il peut y avoir, c'est sur la répartition, qui tient la buvette, parce que la buvette égale des recettes complémentaires, mais bon, ça fait partie de la vie normale de ce type d'organisation, quoi. Voilà. Très bien. Bon. Quelque chose. Ah, si tu veux, oui. Le festival de la Sorgue est composé de 5 communes, je ne vous les rappellerai pas, et dans le festival de la Sorgue, depuis 20 ans ou 30 ans, même 40 ans, c'est toujours les comités des fêtes qui ont organisé les manifestations du festival de la Sorgue. Jean, vous permettez, je continue. Depuis que l'équipe précédente a éliminé le comité des fêtes du Thor, il est parfaitement exact que ça a été une fois l'association des commerçants, une fois l'équipe de... Oui, la foulée du Chasselas, il y a eu 4 associations du Thor qui ont organisé le festival de la Sorgue. Tout ça parce qu'il n'y avait plus de comité des fêtes. Étant donné que le comité des fêtes est revenu en place, il n'y avait plus de raison que ça soit une association. C'est les associations qui le faisaient parce qu'il n'y avait personne d'autre. Non, mais je... Oui, mais Ambiance Tauroise est une association, hein. Voilà. Très bien. Donc je vous propose, donc je continue, hein, puisque d'attribuer une subvention de 27 648 € pour l'année 2016 à l'association Ambiance Tauroise pour soutenir l'objectif général de l'association et les actions suivantes: Fête nationale de l'attelage, la fête de la musique, fête nationale du 14 juillet, fête votive et les festivités de fin d'année. Décider d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à l'association pour l'organisation du Festival de la Sorgue 2016, dit que ces crédits sont inscrits au budget. Décider d'attribuer une subvention de 27 648 € pour l'année 2017, puisque, on ne l'a pas dit dans le délibéré, mais c'est pour 2 ans, à l'association Ambiance Tauroise, et on reprend les mêmes, je dirais, les mêmes objectifs, hein, ainsi que la subvention forfaitaire de 2 000 € pour l'année 2017. Et dit que ces crédits seront bien inscrits au budget 2017. Et d'autoriser le maire à signer cette convention pluriannuelle entre la commune et l'association Ambiance Tauroise. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? 1, 2 abstentions. Merci. Donc adopté à la majorité. La convention d'occupation du domaine public pour la mise en place d'une signalisation d'intérêt local. Nicolas, s'il te plaît. Bonsoir. L'évolution des conditions et des modes de déplacement a depuis plusieurs décennies modifié profondément la demande en termes de services de la part des usagers de la route. La signalisation directionnelle routière classique, dédiée pour l'essentiel au jalonnement et au repérage de lieux géographiques ou d'équipements importants, ne pouvait seule répondre à la demande. On a vu ainsi se développer au fil des années l'implantation anarchique de signalétique ou de micro-signalisation, et parfois également les panneaux réglementaires ont été détournés de leur usage pour signaler dans des compositions fantaisistes des sites ou des services qui, par leur nature ou leur implantation, n'auraient pas dû être signalés sur le domaine public routier. Afin de permettre aux gestionnaires de voirie de répondre à la demande des usagers tout en respectant les impératifs de sécurité et d'environnement, la réglementation sur la signalisation routière a été complétée par l'introduction d'une nouvelle catégorie de signalisation d'information locale, appelée SIL. Pour se mettre en conformité avec leur réglementation, toiletter le domaine public, renforcer la signalisation des acteurs économiques locaux et des lieux publics, il est envisagé de mettre en place une SIL sur le territoire communal. À cet effet, 3 entreprises spécialisées ont été contactées.
Après réception des représentants des entreprises, le choix s'est orienté sur la société SICOM, domiciliée à Venelle. Cette entreprise a déjà installé les vitrines d'information municipale. Pour ce qui concerne la CIL, elle a équipé plus de 300 communes de plus de 10 000 habitants, et notamment la communauté de communes des Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse, et les communes voisines de l'Île-sur-Sorgue, Cavaillon, Carpentras, Les Orgues, Veudaine, Pertuis. Cette société propose un contrat d'occupation du domaine public d'une durée de 6 ans avec un engagement de maintenir à neuf les équipements installés pendant toute la durée du contrat. L'entretien fait l'objet d'une visite mensuelle effective. L'enlèvement des mobiliers dégradés est effectué sous 48 heures dès connaissance et ce délai peut être amené à 8 heures en cas d'urgence. La mise en place de la signalisation d'intérêt local commence par une étude d'implantation théorique réalisée par l'entreprise. Celle-ci doit être validée par la commune et les différents gestionnaires du domaine public avant tout démarchage commercial. Ensuite, SICOM assure une prospection exhaustive des intéressés ainsi que la passation des contrats individuels de signalisation. La réalisation est financée aux conditions pratiquées dans l'ensemble des villes voisines bénéficiant de matériel et de prestations équivalentes, soit un coût moyen annuel estimé à 120 € hors taxes par an et par l'acte. En contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public, la commune bénéficierait d'une rétrocession égale à 100% du nombre de panneaux commercialisés. C'est-à-dire pour un panneau commercialisé à une entreprise, la mairie dispose d'un panneau pour signaler un de ses bâtiments. SICOM garantit le réassort des matériels pendant la durée du contrat. La rétrocession pourra être affectée notamment aux fins de signalétique publique complémentaire, différenciées et harmonisées aux autres signalisations individuelles ou à valeur équivalente dans l'ensemble de la gamme des produits fabriqués par SICOM. C'est-à-dire si on dépasse, si on n'a plus besoin de consommer des lattes pour nous, on peut le consommer sur d'autres matériels du type des vitrines qu'on a équipées par exemple. Alors, on peut le transformer en avoir sur du matériel. SICOM garantit le réassort des matériels pendant la durée du contrat. Les matériels fabriqués par l'entreprise sont issus d'une nouvelle génération ayant pour objectif de répondre aux contraintes environnementales d'une part, d'accroître l'esthétique générale des équipements tout en optimisant leur lisibilité et leur performance d'autre part. Les supports seront personnalisés et harmonisés au mobilier existant, même couleur et fronton que les vitrines d'affichage actuelles. Cette proposition permettra à la commune de signaler les bâtiments et lieux publics à moindre frais. Il convient désormais que l'Assemblée municipale se prononce sur cette question et autorise Monsieur le maire à signer la convention dont un exemplaire du projet est joint en annexe au présent rapport. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Jacques. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Juste la délibération parle de toiletter, mais est-ce qu'il y aura un contrôle de fait sur les panneaux qui existent et qui polluent l'environnement et qui seront remplacés par cette signalétique nouvelle? Vous parlez de quel panneau? Je sais pas, la délibération dit que ça permettra de toiletter l'environnement et les panneaux qui existent, qui sont plus ou moins sauvages, etc. Est-ce qu'il y aura quelque chose de fait pour supprimer ce qui n'est pas autorisé? Alors, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a encore 6 mois, c'était effectivement le grand désert. Hein, bon. Donc n'importe qui pouvait mettre des affichages, etc. Ça c'est fini aujourd'hui. Et tous ceux qui ont essayé de le faire, ils ont été immédiatement appelés en leur disant « vous donne 2 heures pour enlever vos panneaux, sinon vous êtes verbalisés ». Je peux vous dire que les panneaux sont enlevés. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas qui ont essayé. Hein. Bon. Après, une fois qu'on aura mis en place le contrat avec SICOM, eh bien, il va y avoir une unité. Donc, toutes les signalisations des entreprises seront faites selon le même principe. Des commerces sur le même principe. Et sur de la commune également. Donc tout ça, ça va donner une harmonisation. Donc les gens ne pourront pas dire « Ah non, mais moi je voudrais en mettre un plus gros, je veux le mettre en rouge, etc. » Et donc ça donne une communication de la signalétique de la commune beaucoup plus positive, comme ça se fait dans d'autres communes. Hein. Voilà. C'est ce que veut dire le texte. Hein. Mais aujourd'hui, la loi interdit que n'importe qui mette un panneau où il veut pour annoncer son commerce. Hein.
Donc ça ne concerne pas les panneaux qui existent déjà et qui se sont multipliés ces derniers temps à l'entrée de la zone, enfin sur la route de Lille par exemple, où il y a des choses qui sont apparues. Alors, ça c'est autre chose, ça c'est des affichages commerciaux, si vous voulez, qui ne sont pas une signalétique de destination. Donc là, nous réfléchissons effectivement à mettre en place un contrat, et notamment une taxation pour éviter qu'ils mettent des panneaux qui sont plus grands que leur établissement. Hein, c'est ça que vous vouliez dire, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais ça passera par une imposition. Ça peut pas passer par une interdiction. Les gens, ils sont sur leur terrain, ils mettent un panneau, voilà. Intermarché, on ne peut pas l'empêcher sur son parking de mettre un grand panneau où s'appelle Intermarché ou Système U. Oui, Bruno. Oui, on se posait la question de la signification de la rétrocession des panneaux. Bon, je crois que vous avez donné la réponse. Donc, pour un panneau utilisé, pour un panneau commercial, il y aura un panneau qui sera à la disposition de la commune, c'est bien ça? D'accord. Mais par contre, est-ce que c'est pas un peu piégeant, quoi? C'est-à-dire que est-ce que à ce moment-là, il n'y aura pas une tendance à multiplier le nombre de panneaux sur la commune, puisqu'il y a quand même pas mal d'indications qui seraient intéressantes concernant les bâtiments publics, les parkings, etc. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une prolifération de signalisations même si elles sont toutes identiques et réglementées, qui pourraient quand même avoir un aspect, malgré tout, un peu rébarbatif. Alors, pour ce qui concerne les affichages de bâtiments communaux, c'est notre décision. Donc c'est nous qui allons le piloter. Et si on a droit à plus de panneaux que ce qu'on veut en utiliser, on aura des avoirs en fourniture de matériel. Donc, en ce qui concerne les panneaux des entreprises, il ne faut quand même pas oublier que c'est payant. Chaque entreprise, par l'acte, va payer, je ne sais pas quel est le montant, mais 120 € par an. Bon, ils vont hésiter à en mettre 10 chacun, vous voyez. Donc, le phénomène d'expérience montre, si vous voulez, que dans les autres communes, il n'y a pas de prolifération. Et d'ailleurs, l'entreprise s'engage vis-à-vis de nous parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir nous donner autant de dates qui seront suffisantes pour indiquer nos bâtiments. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que chaque nouveau massif et chaque nouveau panneau sera soumis à notre contrôle. C'est-à-dire qu'on peut dire non, vous n'allez pas mettre, telle entreprise ne va pas mettre 60 panneaux parce qu'elle a envie de se faire connaître et parce que vous allez les vendre, quoi. Donc on a un droit de regard sur l'implantation des panneaux et des massifs, pour éviter en particulier des erreurs qui ont déjà été faites de panneaux mis à des mauvais endroits et dont les gens se plaignent parce que ça dénature le site ou ça dénature le patrimoine. Mais vous avez si vous voulez voir ce type de panneaux, vous les avez à Lille, vous les avez dans la zone artisanale. Dans l'ensemble, c'est assez harmonieux et si les gens dans l'ensemble ont l'air d'apprécier les panneaux d'affichage, et c'est dans la même logique de graphique, si vous voulez. Très bien. D'autres questions, non? Non. Oui, Madame Martin, je vous en prie. Il était un temps où il avait été envisagé, cette fameuse signalisation d'intérêt local, de la partager sur l'ensemble de l'intercom, c'est-à-dire de faire une espèce d'unité ou d'harmonisation entre toutes les communes. Ça n'a plus été... Il est un temps. Il était un temps, il en est un autre. D'accord. Non. Non, il y a des communes, si vous voulez, Saumanne et Fontaine, qui ne voient pas beaucoup d'intérêt. Bon, Saumanne aurait beaucoup de difficultés, puisque je crois qu'ils ont un commerce ou 2 commerces, donc ça serait un peu difficile. Très bien. Donc je vous propose d'approuver la mise en place d'une signalisation d'intérêt local sur le territoire communal, de donner un avis favorable à la convention d'occupation du domaine public avec rétrocession à la commune égale à 100% du nombre de panneaux commercialisés aux entreprises,
À choisir dans la gamme proposée par la société SICOM et en particulier pour l'installation de l'acte de signalisation de lieux et bâtiments publics et de m'autoriser à signer la convention. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. La délibération suivante traite de l'avis du conseil municipal sur le projet de PLU de notre cher voisin Caumont-sur-Durance. Christian. Voyez. Je vais un peu résumer, parce que je suppose que tout le monde a lu les 6 pages. Le conseil municipal donc, de Caumont-sur-Durance, ayant arrêté son projet de PLU le 27 janvier 2016, la commune du Thor, en tant que commune limitrophe, a été sollicitée pour donner son avis. Quels sont les objectifs du SCOT du bassin de vie d'Avignon? C'est pas le même que le nôtre. Caumont-sur-Durance compte 4 663 habitants en 2012, répartis sur son territoire communal, qui s'étend sur une superficie de 1 823 hectares. Les objectifs en matière de développement démographique. Le SCOT identifie Caumont-sur-Durance comme pôle villageois. La commune devra freiner son développement compte tenu des évolutions constatées au cours des 30 dernières années, pour atteindre un taux de croissance annuel moyen maximum de 1,3%. Au niveau habitat, pour assurer donc le maintien de la population résidente et l'accueil de nouvelles populations, les besoins sont estimés à près de 400 nouvelles constructions à l'usage de logements, et la production de logements nouveaux sera de 300 sur le foncier nu d'ici 10 ans. La densité moyenne réalisée sur les 10 dernières années était de 13 à 14 logements par hectare. L'objectif est d'augmenter la densité moyenne brute à 20 logements par hectare. Le SCOT donc fixe une ventilation donc, de type d'habitat, 60% maximum d'individuels purs, 30% d'individuels groupés et 10% minimum de collectifs. Il est prévu que la commune de Caumont-sur-Durance la création au minimum de 30% de logements locatifs sociaux sur l'ensemble des nouveaux logements à réaliser. Je vais prendre surtout ce qui intéresse le Thor, disons. Quoi. Il y a des orientations d'aménagement, mais ça, on n'est pas trop concerné. En limite avec le Thor, la commune de Caumont-sur-Durance classe les territoires en zone A, c'est-à-dire en zone agricole. Ces terrains limitrophes sont situés essentiellement dans le lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon et plus au sud dans le lit majeur de ce cours d'eau. Ils sont donc concernés par l'aléa inondation de la plaine. Au niveau de risque d'inondation, ils ont 2 PPRI, celui de la Durance, qui est une servitude d'utilité publique, et celui du Coulon-Calavon. Les règles de PPRI du Coulon-Calavon ne sont toujours pas applicables, pas connues. Officiellement. Les seuls projets identifiés dans la zone agricole limitrophe du Thor sont l'élargissement de la RD1, c'est la route qui relie donc Caumont au Thor, ce qui n'est pas une bonne chose, et de la RD25, mais par petits emplacements. Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Caumont-sur-Durance ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor et les orientations sont compatibles avec celles énoncées dans le PADD du projet de PLU du Thor et avec la réflexion en cours sur ce zonage et le règlement. Donc il est proposé de donner un avis favorable à ce projet de PLU de la commune de Caumont-sur-Durance. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de décider d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Caumont-sur-Durance, arrêté par délibération de son conseil municipal le 27 janvier dernier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 4 abstentions. Merci. Adopté à la majorité. Le dernier point traite l'attribution de subventions aux associations thoroises pour les actions réalisées dans le secteur des loisirs et de l'animation. Donc, Eliane, tu as la parole.
Dans ces séances du 9 février 2016 et du 15 mars 2016, le Conseil municipal a attribué des subventions dites actions aux associations intervenant dans le domaine des loisirs et de l'animation. L'association du centre d'animation a fait l'objet de l'attribution de 2 subventions pour la fête du terroir des Sorgues et pour la fête du hameau de Touzon. Concernant cette dernière manifestation, l'association met en place des animations pour les enfants, avec notamment l'installation d'un manège. Compte tenu de la nature de la manifestation et des animations mises en place, la municipalité a décidé de soutenir de façon exceptionnelle cette organisation par une subvention complémentaire de 300 € qui s'ajoute aux 600 € attribués lors de la séance du 15 mars 2016. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer cette subvention complémentaire de 300 € à l'association Centre d'animation pour l'organisation de la fête du hameau de Touzon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je voulais juste vous tenir informés en ce qui concerne les familles de réfugiés, donc, qui avaient été débattues en conseil. Donc, nous avons reçu une famille qui sont d'origine arménienne. Ce sont des jeunes, un couple avec 2 enfants, et qui vont s'installer assez prochainement dans un des logements qui ont été réalisés. Nous avons été accompagnés par la préfecture pour organiser cette visite, et ils ont trouvé que le logement que nous mettions, je dirais, à disposition était de très grande qualité. Un bel équipement, extrêmement propre, etc. Et cette famille qui parle assez bien français, on peut dire, hein, surtout l'épouse, hein, voilà, a été satisfaite de pouvoir donner une réponse positive. Ils ont de la famille d'Arméniens qui habitent Marseille, d'ailleurs. Et jusqu'à présent, ils étaient hébergés dans un foyer collectif sur Avignon. Voilà l'information que je souhaitais vous donner. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le 17 mai et que vous serez les bienvenus. Merci. N'oublions pas de signer les registres.